Et donc voilà la première des 4 idées que je voudrais vous transmettre dans les 35 minutes qu'on a eu la gentillesse de me donner. C'est que cet horrible individualisme touche aussi les professeurs. Et que s'il est difficile pour les professeurs, comme on vient de le voir, de se rendre compte que les parents n'acceptent pas leur position d'exception, il est encore souvent beaucoup plus difficile pour eux d'accepter que d'autres ont une position d'exception par rapport à eux. Et en termes de parcours professionnel, c'est sans doute la première grande idée qui ressort des 30 interviews qu'on a réalisées. Quand je dis interview, nous n'avions pas de questions, nous avions simplement quelques thèmes. Racontez-nous votre parcours. Et nous passions entre 1h30 et 2h30 à écouter le parcours et à simplement demander des questions de clarification. Mais au fond, qu'est-ce que vous voulez dire exactement quand vous dites que c'est un métier épuisant? Qu'est-ce que vous dites exactement quand vous dites qu'à 60 ans, vous regrettez de bientôt devoir arrêter parce que vous avez toujours le feu sacré? Eh bien, donc cette première idée, c'est simplement que le parcours n'est pas évalué par l'enseignant par rapport à une carrière, il n'est pas évalué par rapport à un statut, il est évalué par un projet personnel. Et ce projet personnel, c'est dans la matière que j'ai passée, c'est pour ça qu'il y avait 40 pages, il est extrêmement variable selon les personnes. Et donc ça, c'est la première grande idée sur le parcours, c'est qu'au fond, il n'existe pas aujourd'hui un modèle de ce que serait un parcours réussi ou un parcours raté. Il n'existe même pas de modèle de parcours et pour certains, il n'existe même pas de parcours, puisque nous avons aussi interrogé des gens qui ont quitté la profession d'enseignant ou qui, pensant devenir enseignant, au dernier moment se sont orientés vers autre chose et qu'à ce moment-là, un des arguments qui sort, c'est de dire « je ne veux pas passer 30 ans à faire tout le temps la même chose, j'ai besoin de diversité ». Voilà. Et cet individualisme, soit dit en passant, il vous met dans la même situation, mais là je parle de vous en tant que parent ou en tant qu'élève, il vous met dans la même situation que quelqu'un qui rénove sa maison. C'est qu'au fond, ce qui est difficile, c'est de coordonner les corps de métier et vous avez toute mon empathie par rapport à la difficulté de coordonner ce que les différents corps de métier vous ont dit au cours de ces 2 jours. Deuxième grande idée. Aujourd'hui, face à vous, je me sens comme un professeur. Vous êtes beaucoup trop nombreux. Une telle classe ne permet pas une approche individuelle. Il y a beaucoup trop de matière à voir. Le programme ne tient pas compte des conditions d'exercice. Ce qui est vraiment intéressant à discuter, c'est ce qui se trouve juste à côté de ma matière. Ce n'est pas le parcours de l'enseignant, mais l'enseignement. Autre point important où je me sens comme un enseignant, c'est que mon rôle par rapport à vous n'est pas très clair. Est-ce que je dois absolument vous transmettre le contenu de l'enquête? Est-ce que je dois simplement vous donner envie de la lire dans un contexte plus agréable? Est-ce que je dois avant tout faire attention à ceux parmi vous qui ne comprennent rien? Ou permettre à ceux qui comprennent quelque chose de tout comprendre? Et enfin, il y a un certain nombre de choses dans ma position qui ont été normées de façon extrêmement précise. La durée de mon cours, 35 minutes, et d'autres qui n'ont absolument pas fait l'objet d'une convention avec le CEGEC. Est-ce que je dois vous faire rire ou pleurer? Est-ce que je dois vous annoncer des bonnes ou des mauvaises nouvelles?
Le parcours de l'enseignant tel qu'il est réglé par le statut lorsqu'on écoute les enseignants comporte ces différentes difficultés. Je reçois des missions entre lesquelles les priorités n'ont pas été mises. Tant qu'elles sont conciliables, c'est très agréable. Lorsqu'elles deviennent contradictoires, c'est très difficile. Il y a peut-être là quelqu'un dans une position d'exception qui ne l'a pas tout à fait assumé. Deuxième élément de mon statut, j'ai trop de matière, trop d'élèves. Je vous rappelle que je suis un spécialiste du point de vue subjectif et que je vous redis ce qu'ils ont dit. Je ne suis pas un spécialiste de la pédagogie, je n'ai aucune idée du nombre idéal qu'il faut comme élève dans une classe. Et je me balade entre des choses qui, dans mon activité professionnelle, ont été normées d'une façon extraordinairement précise, réglementaire, on pourrait presque dire bureaucratique, et d'autres qui ne le sont absolument pas. Combien de temps dois-je passer à préparer mes cours? Combien de temps dois-je passer à préparer mes évaluations, etc., etc. Donc, dans mon parcours professionnel, j'ai une première difficulté, c'est que mon statut, le contrat légal qui règle mon activité, porte en lui un certain nombre de choix que je dois faire contre ma volonté, parce qu'au fond, je n'ai pas demandé à faire ces choix, mais je suis, dans la réalité des faits, obligé de faire ces choix, et ces choix sont parfois des déchirements. Il y a dans le fondamental, me disent les enseignants, des élèves qu'on se refile d'année en année, qu'on appelle les patates chaudes, parce que les patates chaudes, c'est quelque chose qu'on se refile, et nous sommes obligés de choisir entre les faire progresser eux ou faire ce que nous avons à faire avec l'ensemble de la classe. Et donc, nous nous retrouvons, nous, dans l'obligation de faire ce choix qui n'a pas été fait par ailleurs. Je me sens comme un enseignant par rapport à vous, pour d'autres raisons. J'ai une matière pas très importante, le parcours professionnel, les baptismes d'Atenu. J'ai un mauvais horaire, je parle avant la récréation. Mais par contre, j'ai beaucoup de chance. Vous êtes un bon public, vous avez sans doute un coefficient socio-économique moyen qui n'est pas mal. Et j'ai le soutien de mon directeur que je remercie au passage. Oui. Et donc ça c'est le deuxième élément, c'est qu'à côté du statut légal, qui vient régler mon parcours mais ne règle pas tout et m'oblige à faire un certain nombre de choix qu'au fond je préférerais que quelqu'un d'autre fasse à ma place, il y a un contrat implicite. Il y a un contrat qui n'est pas dit, il y a un contrat qui n'est pas formalisé. Est-ce que j'ai un bon ou un mauvais horaire? Est-ce que je suis professeur d'une matière qui demande des corrections compliquées, comme par exemple, me disait un enseignant, la traduction latine, ou d'une matière qui ne demande pas de correction, comme me disait un autre professeur, la gymnastique? Donc, il y a une série d'éléments. Est-ce que j'ai le local où il fait systématiquement trop chaud, trop froid, ou le local qui est chauffé correctement? Est-ce que je suis dans une école qui a les moyens de mettre à ma disposition une armoire fermée à clé pour mettre mon matériel, ou est-ce que je suis dans une école où on n'a pas les moyens, et où donc je trimballe tout ce matériel dans ma voiture chaque jour? Est-ce que, par exemple, me disent les professeurs du secondaire, élément du contrat implicite auquel moi je n'aurais jamais pensé, moi je ne suis pas professeur, est-ce que j'ai un directeur qui comprend ma matière? Ça n'a l'air de rien, mais avoir un directeur qui comprend votre matière ou un directeur qui n'y comprend rien, eh bien ça change la vie. Oui. Donc la deuxième grande idée, parce que je regarde mon chrono et que je dois absolument tenir le temps, tenir le cadre, la deuxième grande idée, c'est ça, c'est qu'au fond, le parcours professionnel d'un enseignant se règle dans une espèce d'opposition, de tension,
entre un contrat, un statut légal dont on parle souvent, qui fait l'objet d'ailleurs d'un certain nombre de revendications, et d'autre part un contrat implicite, c'est-à-dire toute une série d'éléments qui ne sont pas normés, qui tiennent principalement aux conditions dans lesquelles j'exerce mon métier. Alors la troisième grande idée, je vais vous la donner au travers d'un proverbe corse qu'on m'a raconté hier, que je ne connaissais pas. Il paraît qu'en Corse, quand on veut ouvrir un nouveau chemin, dans le maquis, et que le terrain est difficile, on amène une mule et on se met derrière la mule. Et, disent les Corses, et si la mule n'avance pas? Ben, si la mule n'avance pas, on appelle un ingénieur, de nos jours ça s'appelle un consultant. Et au fond, on pourrait dire que le professeur, il est à la fois l'ingénieur, la mule et celui qui est derrière la mule. Il est l'ingénieur puisqu'il est celui qui sait, il est celui qui transmet le savoir. Il est la mule parce que, comme je l'ai dit, le maquis des mutations sociales, le maquis des conditions d'exercice, c'est à lui à trouver un chemin dans ce maquis. Et enfin, il est la personne qui est derrière la mule et la personne qui veut ouvrir un nouveau chemin. Et donc, là, je voulais vous montrer quand même quelques dias. Ce qui est intéressant, c'est que, et je parle bien d'un point de vue subjectif, donc je parle bien de la façon dont les enseignants voient leur parcours, au fond, quand on regarde cet aspect du projet individuel, à quoi mon parcours doit-il me mener? Qu'est-ce qui me fait dire que j'ai un parcours réussi ou un parcours raté? On a deux grands axes d'opposition. Le premier, c'est l'opposition entre l'équilibre et la performance. Certains enseignants vont dire un parcours réussi, c'est un parcours dans lequel je renforce ma capacité à transmettre. Et donc je renforce ma capacité à transmettre à la fois parce que je mets mes savoirs à jour, parce que ce que je transmets est de valeur, et d'autre part, ma capacité à transmettre, c'est ma capacité à avoir des outils, des manuels. J'ai rencontré par exemple une jeune enseignante de mathématiques qui disait il n'y a pas de manuel de mathématiques pour le début du secondaire dans l'enseignement libre, je n'ai pas vérifié l'information, mais elle se proposait d'en écrire un où elle expliquerait les mathématiques, le programme de mathématiques du début du secondaire à partir de la mythologie grecque. Et que partant de Narcisse, elle expliquerait pourquoi le reflet est inversé, et donc les projections orthogonales et autres choses dont je me souviens très vaguement. Vous voyez ? Donc ça, c'est faire progresser ma performance. Au fond, un parcours réussi, c'est un parcours où mon statut légal et les conditions dans lesquelles j'exerce me permettent de développer mon savoir et la qualité des outils que j'ai pour le transmettre. De l'autre côté, alors c'est jamais tout blanc, tout noir, ce type d'axe, évidemment, personne n'est totalement d'un côté ou de l'autre, ce sont des choses qui sont à 60-40 ou à 55-45, mais on perçoit quand même bien des priorités lorsqu'on passe 1h30 à 2h30 avec un enseignant. De l'autre côté, il y a des gens qui disent, au fond, la qualité de mon parcours, je la remarque à la qualité de la connexion avec mes élèves. Il y a un très beau témoignage d'une institutrice maternelle qui dit « Si le lien est fort, les enfants apprennent. Si la relation est bonne, les enfants apprennent. » Et donc mon parcours, il est réussi si mon statut légal et les conditions d'exercice me permettent d'avoir une relation de qualité avec mes élèves. Et donc ma priorité, c'est de développer mes capacités relationnelles avec mes élèves.
Deuxième grand élément, il y a certains enseignants qui ont une vue extrêmement cyclique de leur métier, qui disent au fond, c'est un temps court, une année, ça passe très vite. Et lorsqu'ils parlent de leurs élèves, lorsqu'ils parlent de leur classe, ils parlent des élèves de cette année-ci. Ils parlent de la matière de ce trimestre-ci. Comme si, au contraire de ce que je disais tout à l'heure, au fond, un parcours réussi, c'est un parcours qui permet de vivre une variation permanente. Chaque jour, on est d'une humeur différente, chaque jour, on aborde une question différente, chaque jour, les élèves sont différents, chaque jour, les familles sont différentes, et c'est justement cette variation qui fait mon plaisir, et c'est la possibilité de cette variation qui fait mon plaisir. C'est le fait que chaque année, avec ma classe, je fais un projet radicalement différent du projet de l'année précédente. C'est le fait que chaque trimestre reçoit une tonalité différente qui fait que j'ai le sentiment de faire un parcours professionnel satisfaisant. Et donc, chaque fois que je peux utiliser le contexte, l'actualité comme support, chaque fois que je peux m'appuyer sur une nouveauté, sur quelque chose qui change, j'améliore mes capacités professionnelles, je progresse dans mon parcours professionnel. À l'inverse, vous avez des enseignants qui mettent clairement la priorité sur les cycles longs et le temps long. Lorsqu'ils vous parlent des élèves, ils vous disent « entre maintenant et il y a 10 ans, cela n'a rien à voir ». Ils ne vous parlent pas de l'année passée, ils vous parlent d'il y a 10 ans. Au fond, c'est toujours la même chose. Les problèmes sont toujours les mêmes. Et ce qui leur permet de progresser, je rappelle que je suis toujours dans un point de vue subjectif, c'est le sentiment qu'à l'intérieur de ce cadre extrêmement stable, à l'intérieur de cette stabilité, il y a une sécurité qui permet de faire ce qu'on a à faire. On débouche donc sur 4 grandes logiques. Alors, évidemment, ces logiques, je les caricature à outrance parce que j'ai vraiment très peu de temps. Mais donc, un des exemples de gens qui concilient cette idée d'excellence dans la transmission et la variation, c'est l'enseignement militant. C'est l'enseignant qui dit, au fond, moi je mène un combat. Alors, ça peut être un combat contre l'ignorance. Ça peut être un combat contre l'ignorance en général ou contre l'ignorance des mathématiques ou contre l'ignorance par rapport à Shakespeare dans un cours d'anglais. Ça peut être... Mais c'est l'idée, au fond, mon parcours, c'est un parcours de combattant. Il y a un enjeu, j'ai des adversaires, parfois mes collègues, parfois le directeur, parfois les parents, parfois le ministère, parfois le cabinet, parfois la gauche, parfois la droite, parfois même le centre. J'ai un adversaire, il y a un enjeu, il faut absolument qu'il connaisse Shakespeare. Il faut absolument qu'il se rende compte que la planète se réchauffe. Et moi, mon parcours, c'est un combat. Oui, ça, c'est une première vision du parcours comme combat. Deuxième grande figure, c'est ce qu'on pourrait appeler une logique d'approfondissement. C'est la combinaison de l'excellence dans la transmission, la qualité de ce que je transmets, mes méthodes, et la stabilité. C'est au fond parce que pendant 40 ans, j'ai donné cours de grec, qu'au bout de 40 ans, je suis un petit peu comme maître Yoda dans la guerre des étoiles, ou comme un maître de judo, je peux, avec très peu de choses, faire passer énormément. Donc j'ai tellement approfondi mon savoir que je peux en transmettre la quintessence. Troisième grande logique, c'est la logique de consolidation. C'est en général des gens qui ont une très grande générosité, une générosité qui se met, je ne dis pas que les autres ne sont pas généreux, mais une générosité qui se met, qui a du mal à se limiter, qui a du mal à se mettre des limites. Et donc, ce sont des gens qui disent il faut absolument que le cadre de l'école soit strict, parce que sinon je vais en faire trop. Ce sont eux qui risquent le burn-out. Parce que ces gamins, vous savez, j'ai tellement envie de les sauver. Et ces familles, j'ai tellement envie de les aider. Donc, ce sont des gens qui disent donnez-nous un cadre, parce que sinon je vais en faire trop et je vais m'épuiser. Donc ce sont des gens qui aiment la sécurité et la stabilité, pas parce qu'ils sont fonctionnaires,
comme disent ceux qui n'y connaissent rien, mais parce qu'ils considèrent, et ils ont fait l'expérience, qu'ils ont tendance à être trop généreux. J'ai connu, dans des groupes de travaux de directeurs, des directeurs qui passaient leur dimanche après-midi à régler les problèmes de loyer des parents de certains enfants. Vous voyez ? Donc à ce moment-là, leur interdire de travailler le dimanche n'est peut-être pas une mauvaise idée. Et enfin, les derniers, ce sont les sympathiques, les chaleureux, les créatifs, les communicatifs, les gens qui adorent Internet et qui disent au fond, chaque jour est un nouveau jour, chaque jour est un nouveau contexte dans lequel nous devons trouver un nouvel équilibre. Ce qui compte, c'est la relation de personne à personne. La logique, c'est que je ne suis contre personne et personne n'est contre moi. Je suis ouvert aux nouvelles approches. Au fond, la question clé, c'est que tout le monde ait de l'appétit et puis ça finira bien par s'arranger. Mais donc vous voyez que derrière un statut légal que j'ai rapidement brossé, derrière cette idée de contrat implicite, il y a un troisième élément qui règle le parcours et c'est le projet personnel. Et là, ce qui est extrêmement intéressant, je vais passer rapidement, mais que selon la logique du projet personnel, ce qui motive, ce qui rallume le feu sacré, c'est une des questions qu'on a beaucoup utilisées, c'est de dire au fond, comment faire en sorte qu'on garde le feu sacré. Ce qui ranime le feu sacré, ce n'est pas la même chose. Par exemple, dans la logique combattante, on va dire, ce qui ranime mon feu sacré, c'est l'autonomie que j'ai. Parce que si on me coince trop, je n'ai pas l'autonomie de mener mon combat. Et ce qui me freine quand je me bats contre l'ignorance, sur les pièces de Shakespeare ou sur les mathématiques, c'est que les autres profs s'en fichent. Ce qui me limite à un moment donné, ce qui va me freiner dans mon élan, c'est de voir que les autres ne font pas leur job. Dans la deuxième logique, on va dire, au fond, ce qui me motive, c'est de pouvoir prendre des responsabilités. C'est le sens de l'effort. Mais est-ce que les autres l'ont ? C'est assez proche de la première. Ici, on a quelque chose qui est très différent. C'est de dire, au fond, ce qui me motive, c'est de développer mes compétences. Rencontrer une jeune enseignante qui a hésité entre bibliothécaire et enseignante. Parce qu'elle dit, j'adore les bouquins, j'adore apprendre, et dans les deux métiers, on peut. Finalement, j'ai pris enseignant, et dans la comparaison avec bibliothécaire, il y a un plus, c'est les contacts sociaux, mais il y a un moins dans la comparaison avec enseignant, avec bibliothécaire, c'est que j'ai moins de reconnaissance sociale que les bibliothécaires. Alors lui, souvent, son problème, c'est qu'il paye. C'est-à-dire, moi, j'ai suivi des tonnes de formations, moi, je fais des voyages, moi, je prépare mon matériel, je prépare mes dias, etc. Mais au final, je paye tout ça avec mon argent. Et ça limite quand même fortement les possibilités. Et puis, vous avez les autres logiques. Je vous l'ai dit, si je me donne sans être protégé, je vais être vulnérable. La définition... La logique 5 va dire c'est le rôle de chacun, mais le risque c'est que moi je donne beaucoup et que les autres donnent peut-être peu, et le dernier c'est les relations humaines. Vous voyez, donc selon le projet personnel que j'ai par rapport au métier, et au fond c'est ça l'individualisme, c'est que je ne cherche pas uniquement à entrer dans un cadre prédéfini ou dans un statut prédéfini, je cherche que mon métier soit la réalisation de mon projet personnel. Voilà, et donc il est déjà presque temps de conclure. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en synthèse sur le parcours professionnel? C'est que d'abord, les enseignants, je n'ai interrogé que des enseignants, les enseignants ont le sentiment que les autres croient que c'est facile. On entre dans le métier comme dans un château gonflable, et puis on a une longue route toute droite dans un terrain dégagé. Et quelque part, très très loin, il y a peut-être la pension, mais j'ai cherché une photo où les montagnes sont à peu près de la même hauteur, donc c'est de nouveau à peu près la même chose pour tout le monde. Quand eux découvrent leur parcours, ils disent, en fait, le début, c'est le plus difficile, puisqu'au fond,
l'enseignant débutant, il cumule toutes les difficultés, il doit créer sa légitimité, il doit préparer tous ses cours à partir de rien. Au moment où il est le plus vulnérable, il n'est pas nommé, il doit passer entre plusieurs écoles. Il est souvent seul, parce qu'il y a des écoles qui prévoient d'accueillir les nouveaux professeurs, mais il y a des écoles qui ne le prévoient pas. Et souvent, alors je n'ai pas de chiffres, donc je dis souvent, parfois, toujours, peut-être, jamais, mais en tous les cas, sur les 30, ça s'est dit un certain nombre de fois, il reçoit les plus mauvaises classes et, comme le disait un des jeunes enseignants, chez nous, ce sont les jeunes professeurs qui sont titulaires parce que les anciens ont déjà assez donné. Donc on a aussi l'image à un certain moment d'un parcours où c'est dans le contrat implicite, dans l'organisation des horaires, dans la répartition des classes, des titulariats et des locaux, que va se jouer l'idée de carrière. C'est qu'à un moment donné, on ne progresse pas dans la hiérarchie comme on pourrait le faire dans le privé, mais on progresse dans les conditions d'exercice au fur et à mesure de la carrière. À travers des choses plus ou moins transparentes et plus ou moins négociées, on atteint des conditions d'exercice plus confortables. Certains éléments du statut qui permettent aux gens qui ont commencé dans des écoles discrimination positive de passer après dans des écoles qui ne le sont pas, vont d'ailleurs dans ce sens qu'au fond, la carrière, ce ne serait pas monter en grade. La plupart des enseignants disent être directeur, c'est un autre métier, ce n'est pas la suite d'une progression en termes de carrière, mais ce serait au fond, au niveau de ce contrat implicite, bénéficier de conditions d'exercice plus faciles. Alors, qu'est-ce qui est difficile? Vous le savez mieux que moi, beaucoup de gens se sont levés. Ce qui est difficile, c'est que la mission est difficile à définir, qu'elle est à la fois extrêmement ambitieuse dans ses objectifs et extrêmement contraignante dans son organisation. Et puis, il y a le fait, et ça c'est sans doute, je ne suis pas revenu là-dessus parce que c'est moins une question de parcours, mais c'est sans doute la question clé, il y a le fait, qui a été bien évoqué dans la table ronde précédente, je dois me créer moi-même ma légitimité. Ma légitimité n'est plus naturelle, elle n'est plus reconnue d'en face. On va m'écouter si je suis quelqu'un qui est intéressant à écouter, mais on ne va pas d'office m'écouter parce que je suis enseignant. Pourquoi est-ce que c'est malgré tout supportable et qu'il reste des professeurs? Eh bien, les 30 que je dis, mais finalement, c'est gai d'être avec des jeunes. Finalement, on est sûr d'être utile. Il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui, les enseignants ne le savent pas toujours, mais dans d'autres métiers professionnels, la question du sens devient une question cruciale. Il y a beaucoup de gens qui ont des métiers qui n'ont pas de sens. Il y a le plaisir de transmettre une matière qu'on aime. Il y a la liberté d'organiser son temps hors des cours. Donc finalement, il y a une grande autonomie en dehors de l'horaire des cours qui est très contraignant et justement qui est extrêmement réglé. Il y a par ailleurs toute une partie de l'activité qui ne l'est pas. La sécurité d'emploi et les vacances étaient peu présents, donc même au bout de 2h30, c'était rarement évoqué. Donc, il y a énormément d'éléments qui structurent cette vision du parcours. Je les rappelle rapidement, simplement pour dire qu'on les a évoqués, mais je n'ai pas le temps de les détailler tous. Ceux que j'ai évoqués, c'est le fait que, dans ma vision de mon parcours, il y a le fait que ça correspond ou que ça ne correspond pas à ce que j'avais imaginé. Deuxième élément important qui structure la vision du parcours, je considère que la formation que j'ai reçue correspond à ce dont j'ai besoin ou au contraire, je pense qu'elle ne correspond pas. Et les avis sont très partagés, c'est pour ça que j'ai chaque fois ajouté le ou pas. Je considère que j'ai eu un début de carrière facile. Je suis arrivé dans une école qui avait des repères clairs. Je suis arrivé dans une école où il y a une cellule de professeurs qui accueille les nouveaux professeurs. Ou au contraire, je considère que mon début et l'accueil dans les écoles où j'ai commencé n'étaient pas du tout au point. Et puis mes attentes, mon projet, donc excellence, relation, variation, continuité, ont été rencontrées ou pas. Le hasard a fait que je suis tombé dans une école sur des matières, sur une année où, au fond, je peux assez bien travailler d'une façon qui réalise mon projet personnel. Et c'est ce qui fait que ma motivation, vous avez vu les freins et les motivations, c'est ce qui fait que ma motivation grandit d'année en année ou que, au contraire, elle diminue.
Autre élément qui me permet d'évaluer mon parcours, c'est ce qu'on a appelé, il y en a 5 ou 6, c'est les dimensions non salariales du statut. Je suis enseignant dans un village, quand je vais acheter mon pain, est-ce que les parents d'élèves me remercient ou est-ce qu'ils m'injurient? Eh bien, ça change la perception que j'ai de mon parcours professionnel. Les conditions d'exercice, on l'a vu, locaux, matériels, pédagogiques, etc. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, d'ailleurs, c'est qu'en termes purement de statut, c'est beaucoup plus les conditions d'exercice qui apparaissent aux enseignants comme la preuve que leur profession est dévalorisée que leur salaire. Donc ça, c'est intéressant parce que ça ne correspond pas tout à fait à la façon dont le débat est souvent mené publiquement. Les gens disent la preuve que notre métier n'est pas valorisé, c'est les locaux dans lesquels on travaille, c'est le peu d'ordinateurs, c'est le peu de vidéoprojecteurs, c'est le peu de matériel. Beaucoup plus que de dire c'est notre salaire qui est la preuve que notre métier n'est pas valorisé. Les caractéristiques personnelles, il est évident que quelqu'un qui a fait du théâtre amateur a plus de facilité à créer sa légitimité face à une classe qu'un grand timide introverti. La vision de la mission de l'enseignement, comment est-ce que moi, entre toutes les priorités de l'enseignement, la lutte contre les préjugés envers l'homosexualité, le code de la route, l'égalité des chances, les valeurs démocratiques, le français, le calcul. Comment est-ce que moi j'ai pu réaliser une espèce d'ordre de priorité personnelle qui me satisfait? La définition du savoir, grande question, qu'est-ce que c'est savoir aujourd'hui? Et l'approche pédagogique. Donc tous ces éléments, je l'ai dit, constituent un contrat implicite. Et donc, là où on a un statut légal qui est le même pour tous, on a des parcours qui sont extrêmement variés et qui sont évalués par les enseignants de façon extrêmement variée parce que ce sont tous les éléments non normés que je viens de citer qui vont faire qu'on va dire j'ai eu une belle carrière d'enseignant ou je suis pressé de quitter parce que je n'en peux plus. C'est ce que j'ai essayé de synthétiser ici, c'est qu'au fond, lorsqu'un professeur est malheureux, alors on n'a vu que 30 enseignants, mais on en a vu des très différents, dans des contextes très très différents, et c'est quand même un des fils rouges qu'on peut retrouver dans la plotte de l'Inde des 45 heures d'interview qu'on avait, c'est en règle générale que ce que j'appelle le contrat implicite vécu, c'est-à-dire en quoi mon entourage m'aide, en quoi mes conditions d'exercice sont favorables, en quoi est-ce que ce que je fais chaque jour correspond au projet que j'avais en devenant enseignant, en quoi est-ce que mon directeur comprend ma matière. En fait, tous ces éléments informels, à un moment donné, vont ou bien entrer en synergie avec ce que je vis, ou bien au contraire s'opposer. Est-ce que d'un côté, ma vision personnelle du métier, mon projet, ma vision, ce qui me dynamise, ce qui renforce ma motivation, est-ce que ça vient en synergie avec le contexte, avec tout ce que j'ai mis sous le terme de contrat implicite, ou est-ce qu'au contraire, ça diverge? Et c'est ce qui fait que vous avez des gens qui travaillent dans des conditions épouvantables, d'un point de vue objectif, et qui ont un feu sacré du tonnerre de Dieu, parce que ces conditions épouvantables sont objectivement épouvantables, mais sont subjectivement en ligne avec leur projet personnel, et que vous avez des enseignants qui, à l'inverse, travaillent dans des conditions objectivement très correctes, mais qui sont épuisés parce que ces conditions ne correspondent pas à la vision personnelle qu'ils ont du métier. Et au fond, la contradiction qui se trouve en bas entre mes besoins personnels et le statut légal, dans les discours, nous sommes aussi allés dans les 30, nous sommes allés voir des gens qui venaient du privé, qui sont passés dans l'enseignement, mais nous sommes aussi allés voir quelques enseignants qui avaient vécu un burn-out ou qui étaient en burn-out.
Et on se rend compte que le statut strictement légal, c'est-à-dire le règlement des horaires, du salaire, etc., est beaucoup moins un facteur d'insatisfaction. C'est pour ça que j'ai mis la deuxième opposition plus bas. Mais qu'il y a aussi, et c'est clair, des cas où des besoins strictement personnels entrent en contradiction avec ce que le statut légal permet. Il est évident que, par exemple, certains professeurs experts, ce que j'ai appelé la logique d'approfondissement, il est évident que si on leur accordait d'une manière ou d'une autre, tous les 5 ans ou tous les 10 ans, ce qu'on accorde aux professeurs dans certaines universités, c'est-à-dire une année sabbatique, pour renouveler complètement leur connaissance du domaine qu'ils doivent enseigner, il est évident qu'à ce moment-là, eh bien, ces gens-là garderaient davantage le feu sacré. Oui. Donc ça, c'est vraiment la synthèse en termes de parcours. Voilà. Alors, mais ce sera dans les documents, je ne vais pas vous le lire. Je me suis dit, mais au fond, il faudrait quand même, dans la synthèse, reprendre dans les 30 interviews tous les éléments du contrat implicite qui tendent à faire d'un parcours un parcours réussi. Et j'ai appelé ça le Walala. Pourquoi? Parce que le Walala, c'est le lieu où les guerriers valeureux défunts sont amenés. C'est inspiré de Wikipédia, qui est une source qu'on ne peut pas utiliser dans les travaux scolaires, mais qu'on peut utiliser au congrès du Cégep. Donc, les guerriers, lorsqu'ils sont amenés dans le Walala, sont nommés comme les enseignants. Ils sont heureux le jour où ils combattent et se tuent au travail. Mais ce n'est pas grave parce que la nuit, ils renaissent par passion pour leur métier, pour encore se pourfendre, c'est-à-dire discuter pour faire progresser le savoir. Dans un champ clos, c'est-à-dire sans parents, sans pub, sans mode et sans smartphone. Puis la nuit, grâce à l'horaire, quand les cours sont finis, donc la nuit commence vers 16 heures, puis la nuit, je voulais voir si vous me suiviez toujours, donc puis la nuit, grâce à l'horaire, ils boivent l'hydromel. Et c'est quoi l'hydromel d'un professeur? C'est la certitude d'être utile, la stabilité du cadre et les possibilités de développement personnel, provenant de la chèvre Heidrun, c'est-à-dire le décret mission. La certitude de l'utilité, elle vient de la beauté des missions données dans le décret mission, en mangeant la chair du sanglier Sahimi, je ne vous garantis pas la prononciation, c'est-à-dire le refinancement qui serait évidemment la solution de tous les problèmes. Et en se divertissant, c'est-à-dire en allant chercher sur Internet de nouveaux supports pédagogiques. Tous attendent le jour, j'ai fait une faute de frappe, tous attendent le jour où, sortant des 640 portes de la Boireul, ou voilà, c'est-à-dire des écoles, ils combattront dans une dernière guerre contre Loki, qui paraît-il est un loup. Donc ils combattront dans une dernière guerre contre Loki, c'est-à-dire l'inégalité des chances, les valeurs non démocratiques, l'enfant roi, les parents démissionnaires, l'incivilité, l'oubli de l'idéal européen, l'ignorance du code de la route, la malbouffe, les préjugés contre les minorités et l'homosexualité, et les spécialistes de l'enseignement. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le langage viking, j'ai fait une traduction en français, donc après une formation adaptée, etc. Je ne vous la lis pas, mais donc voilà. Alors, au bout de ça, j'ai quand même envie, comme un professeur, de sortir de ma matière, et comme un bon individualiste, de me donner le droit de sortir du cadre, et de dire au fond, au bout de tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je me dis, sans doute que l'individualisme pose beaucoup de problèmes, mais l'individualisme a un aspect sympathique, c'est qu'au fond, dans une société individualiste, pour changer les choses, il ne faut pas changer les règles, puisque de toute façon, personne ne les suit. Il faut changer le regard qu'on a sur soi-même. Je dis toujours, si aujourd'hui vous entendez quelqu'un qui vous dit « je ne dépasse pas le 120 parce que c'est interdit », vraisemblablement, il roule à 140.
Parce que ça, c'est la règle extérieure. Mais si quelqu'un vous dit « je ne me vois pas dépasser le 90 », vraisemblablement, il ne dépasse jamais le 80. Et donc, tout le défi du changement, ce n'est peut-être pas de changer les règles, ce qui serait une bonne nouvelle, parce que ça voudrait dire que ça nous épargnerait quelques réformes. Et il faut peut-être changer le regard. Et donc voilà, moi je propose 5 changements de regard qui tous tiennent dans l'idée qu'au fond, les professeurs ne seraient pas les derniers à lutter pour la culture, les derniers à lutter contre la télé, les derniers à lutter contre la pub, les derniers à. Les professeurs, les enseignants ont beaucoup le sentiment qu'ils sont les derniers à, qu'ils sont un peu comme des dinosaures, et que, selon le message évangélique, les derniers seraient les premiers, et que donc les professeurs seraient les premiers. Et les premiers à faire quoi? Les premiers à inventer un enseignement où non seulement on s'interroge sur les causes des échecs, l'origine des problèmes, mais où on s'interroge aussi sur les recettes de la réussite. Imaginez une école où les enseignants inviteraient les parents quand les enfants réussissent quelque chose d'extraordinaire. Nous vous avons convoqué parce que votre fils a de façon spectaculaire augmenté sa moyenne. Deuxième chose, les enseignants seraient les premiers à inventer une école où, à côté d'une structure verticale qui est là et qui est certainement nécessaire, moi je ne parle pas de développer une nouvelle jambe en coupant l'ancienne, je parle de marcher sur ces 2 jambes. Donc, à côté d'une structure verticale qui est là, eh bien, il y aurait une série de connexions horizontales. La question du travail en équipe est centrale. Le monde enseignant est le seul où j'ai entendu des gens me dire, quand je dis « mais est-ce que vous travaillez en équipe ?» Plusieurs enseignants m'ont dit « je n'ai pas le temps si je devais faire ça en plus ». C'est le seul monde professionnel où j'ai entendu des gens me dire que travailler en équipe constitue une charge de travail supplémentaire. En général, quand on travaille en équipe, c'est pour se partager le travail et en avoir moins. Mais dans le monde enseignant, on peut penser que travailler en équipe. Donc on pourrait imaginer une école, un enseignement où travailler en équipe permettrait de gagner du temps. Imaginons un enseignement où, à côté de l'intelligence individuelle qu'on connaît bien, les enseignants seraient les premiers à développer ce qu'on pourrait appeler l'intelligence collective. Et imaginons une école où, à côté du rapport au savoir que les enseignants connaissent bien, les enseignants seraient les premiers à développer un savoir à l'ignorance. Parce que la question dans le monde d'aujourd'hui n'est pas « qu'est-ce que je fais de ce que je sais ?» mais qu'est-ce que je fais de ce que je ne sais pas? Et enfin, puisqu'on a parlé des familles et des parents, imaginons une école ou un enseignement où, au lieu d'être contre la famille, on serait avec la famille. Et imaginons une école où on aurait compris, rappelez-vous la guerre des boutons, ces superbes films. Ils montrent bien que l'école s'est construite contre l'expérience de vie. Il faut sortir l'enfant de la campagne et de ses jeux pour l'amener à l'école. Sauf que dans le monde d'aujourd'hui, et le CEGEC a beaucoup travaillé là-dessus, quand un enfant arrive à l'école à 7 h du matin et qu'il la quitte à 18 h, son expérience de vie, c'est l'école. Et je pense que jeudi soir, les élèves l'ont bien dit, il faudrait, à côté de l'école qui se construit contre l'expérience de vie, parce que l'école a des choses à amener qui ne sont pas dans l'expérience de vie, tenir aussi compte et inventer, être le premier à faire un enseignement qui est une expérience de vie. Voilà, merci beaucoup.